ceux qui ne le savent pas, tu es instructeur de conduite à l'école de police de Nicolet. Évidemment, les étudiants à qui tu vas enseigner là-bas, c'est de la conduite un peu plus avancée. Les étudiants ont leur permis de conduire régulier. Et tu es à même de constater que obtenir un permis de conduire, c'est pas gage de talent nécessairement, là. Bien, c'est certain que, les écoles de conduite font de leur mieux avec les règles qu'on leur impose. C'est certain que lorsqu'on regarde la situation, il y a beaucoup de lacunes ou des zones grises qui ne sont pas enseignées. Ouais. On a souvent tendance à remarquer qu'on enseigne principalement une conduite basée sur juste de la réglementation. Voilà. Donc, les lois physiques, ces choses-là, on n'y va pas assez en profondeur. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'on apprend à obtenir un permis de conduire, ce qui amène certaines situations problématiques. L'autre jour, je m'en allais sur la route, sur la 116, il y avait un vélo avec une voiture auto-école juste devant. Là, je me suis dit, voilà une belle occasion pour l'instructeur de faire tasser le véhicule pour pas passer près du vélo. Ouais. Mais non, on a resté carrément entre les lignes. Donc, c'est un petit peu ça, là. Mais éduquer en infantile... En fait, c'est de la non-éducation en ce qui me concerne parce que on infantilise en resserrant des règlements, mais sans jamais qu'il y ait d'explication logique pour accompagner ces règlements-là. Exactement. Donc, c'est pour ça que... Oui, c'est bien de mettre une règle, mais lorsqu'on comprend pourquoi elle existe, cette règle. Puis vous savez, des règles, là, il y en a à peu près 800 dans le code de la sécurité routière. Donc, il y en a plusieurs qui nous échappent, là, et même moi qui m'intéresse énormément à ça, c'est impossible de tous les retenir. Mais chaque règle a sa raison d'être, et lorsqu'on la comprend, ça nous motive un peu plus à l'appliquer. Puis tu sais, on parle pas nécessairement de règles précise, par exemple, il faut s'immobiliser lorsqu'un autobus scolaire est à l'arrêt et que le panneau est ouvert. On comprend pourquoi. Ça, c'est d'une évidence, je pense, pour la très grande majorité des automobilistes. Mais se baser sur les panneaux de circulation pour adopter une conduite dite sécuritaire basée là-dessus plutôt que sur le gros bon sens, ça marche pas. J'aimerais ça que tu me parles de quelques observations que tu peux tirer de ton quotidien à l'école de police où tu vois des lacunes des étudiants qui ont appris des choses basées sur ce qui est écrit dans le livre et non pas sur la réalité du réseau routier. Par exemple, le balayage visuel. Lorsqu'on conduit, il faut absolument repérer les êtres humains autour de nous. Et donc, je remarquais que la vision devenait vraiment tunnel parce qu'on ne motive pas les gens à voir large, à voir loin, d'anticiper comment l'autre conducteur ou l'autre usager, que ce soit un piéton, un cycliste, va réagir. Et à ce moment-là, on a un exercice où ils doivent repérer des êtres humains. Et puis, souvent, ils n'en ont pas vu un. Et là, je leur dis... Exercice virtuel, là, sur simulateur. Sur simulateur, mais qu'est-ce qui a motivé la conduite? Si, mettons, je t'avais dit, je vous donne 10 000 si vous me retrouvez tous les êtres humains. Là, ça change. Il dit, on aurait roulé beaucoup moins rapidement. OK. Qu'est-ce qui a dicté ta vitesse? Il dit les panneaux, c'est marqué 50, 80. J'ai dit intéressant. Ça se trouve être la vitesse qui a dicté la vision. Alors, c'est la vision qui va dicter la vitesse. Et c'est pour ça que on nous dit souvent adapter votre conduite lorsque les conditions, lorsque la météo, lorsque la visibilité est moins bonne. Finalement, on se retrouve avec des gens qui conduisent par rapport à des limites de vitesse. Et là, à ce moment-là, c'est trop vite, même si, selon les conditions. Mais les limites de vitesse sont établies pas toujours de façon logique non plus. Tu sais, moi, là, je peux te nommer des routes au Québec, surtout dans des régions un peu éloignées, des routes de campagne qui sont très mal entretenues, qui sont en dégradation avancée, où la limite est à 90, parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation peut-être.
Mais honnêtement, moi, je roule 70 sur ces routes-là parce qu'à 90, c'est casse-gueule. Oui. Alors pourquoi tu fais ça? Parce que tu observes, tu vois qu'il y a un danger. Rends bien compte que le contexte tu fait que, ralentis. c'est ça. Mais quand un étudiant, j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi tu es aussi motivé à regarder le chiffre dans le tableau de bord? Ben, j'ai dit, c'est parce que là où j'ai appris à conduire, on avait une marge de 2 km/h. Donc, j'ai dit, tu te rends compte, ton attention s'en allait juste sur l'indicateur de vitesse puis sur les panneaux. Mais Bertrand, ça n'a aucun sens. Une marge de 2 km/h. Ça veut dire, tu es à l'école de conduite, on te dit la limite est à 50, tu roules entre 48 et 52. Sur quoi tu te concentres uniquement là-dessus? Oui. Puis on s'entend là que la limite de vitesse dans certains cas est établie pour ramasser des fonds. D'autres fois est établie peut-être de manière un peu trop sécuritaire. D'autres fois, elle ne l'est pas assez. C'est pas une science exacte non plus. Là. Puis on vit dans un pays où l'environnement est régulièrement en changement. Ouais. On va arriver à cet automne, donc les conditions vont changer. Donc, c'est très difficile de dire, bon, on va mettre cette limite-là, mettons par exemple à 90, alors que ça ne sera plus 90 là, lorsqu'on va avoir justement de la neige et d'autres situations. Et le plus bel exemple, si tu me permets, du côté de l'Allemagne, OK, on se demande comment ça se fait qu'il y a des autoroutes sans limite de vitesse, puis comment est-ce possible, puis comment on verrait ça chez nous. C'est impossible chez nous, on est trop indisciplinés. Mais j'ai l'impression que les Allemands, ils ont appris à comprendre cette logique-là. Puis je te dis pas que c'est une science parfaite, je te dis pas que tout le monde conduit très bien là-bas, mais tu as une autoroute sans limite de vitesse. Par contre, la limite de vitesse va s'établir automatiquement si jamais, par exemple, il pleut. Oui. Par exemple, si jamais il y a une densité de trafic qui est plus lourde. Électroniquement, on va venir établir une limite de vitesse. Ça peut être à 130, à 100, à 80 km/h. Oui. Parce que le contexte fait en sorte que là, rouler sans limite, ça n'aurait pas de bon sens. Puis là, il y a des gens qui vont nous dire... Puis il y a un respect de ces limites-là, là-bas. C'est ça qui est fascinant. C'est que si la limite est établie à 130, tu ne verras pas beaucoup de monde rouler 150. Non, exactement. C'est ça qui est fascinant. Tu as dit deux choses. Discipliné, okay, et compétence. C'est certain que lorsqu'on regarde... Il y a des gens qui se disent « Ouais, mais avec les véhicules qu'on a aujourd'hui, on a des voitures avec des suspensions incroyables, les pneus n'ont jamais été aussi bons, les freins. » Sauf que la limite de vitesse, elle a été développée pour donner le temps aux gens de voir, d'analyser, pour passer à l'action. Ouais. Parce que tu as beau avoir la meilleure voiture, tu as beau avoir les systèmes que tu voudras, bien, si tu as freiné en retard, c'est bien dommage, mais le véhicule... il ne pourra pas freiner à ta place. Ta prise de décision, puis là, ben, on parle de système automatisé, mais qui malheureusement n'est pas encore capable de détecter la plaque de glace que tu vas avoir dans 100 mètres. Le système n'est pas encore rendu à être capable de l'anticiper pour freiner là où tu peux freiner. Parce qu'il y a l'analyse de la route, il y a l'analyse du citoyen sur la route à faire. Il y a beaucoup d'analyses à faire. Il y a tes portes de sortie? Exact. Puis ça, cette porte de sortie-là, il faut que tu sois alerte pour pouvoir en avoir. Et c'est pour ça que souvent les gens, on ne comprend pas la réglementation. Mais moi, je me dis, quand tu as de la discipline et que tu es compétent, tu vas être encore plus en train à se dire, bon, ben je vais respecter les règles. Mais je trouve ça fascinant parce que, bon, évidemment, tu mentionnais, les voitures sont technologiquement plus poussées aujourd'hui, c'est vrai, mais en même temps, la densité de trafic n'est pas la même. Fait que je pense qu'un compense pour l'autre. Là où les voitures se sont améliorées pour nous offrir de meilleurs bilans, aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de décès sur nos routes, puis c'est pas dû à la qualité des automobilistes ou aux campagnes de sensibilisation de la SAC. C'est dû aux voitures qui sont plus sécuritaires. Ça, pour moi, c'est évident, parce que d'ailleurs, les décès de piétons, de vélos, bien ça continue. Fait que, tu sais, bon. Puis si on veut parler des statistiques, là, Antoine, là, je peux te dire, les stats, moi... T'en prends puis t'en laisses. Ben, c'est parce que... Prenons par exemple, quelqu'un fait une fausse manœuvre, mal gérée parce qu'il n'a pas les connaissances, va perdre le contrôle, se retrouve dans le décor. Bon, ben parfait, on retire la voiture du fossé. Pas de conséquences. Il ne sera pas dans les statistiques. Jamais.
L'autre qui fait la même manœuvre, là, qui perd le contrôle, mais qui va rentrer face à face, bien là, on va le comptabiliser parce qu'il y a eu d'essais. C'est pas sur le nombre de décès qu'on va vraiment réussir à comprendre vraiment le bilan routier et les compétences. D'ailleurs... Tu reviens sur le mot compétence. C'est ça qui est important. Et moi, j'ai pas l'impression que les écoles de conduite se sont améliorées de ce côté-là. On enseigne encore à conduire comme on enseignait dans les années 80-90, mais avec une densité de trafic qui a complètement changé, avec une réalité routière qui a changé, avec des voitures qui ont changé aussi. On est assis dans une voiture électrique. Tu es à même de savoir qu'une voiture électrique, ça ne se conduit pas comme une voiture à essence. Ça ne répond pas. Tu conduis à une seule pédale. Comment tu gères les systèmes d'assistants? Ne pas apprendre à te fier sur ta caméra de recul. Tu sais, tout ça, bien, on dirait que ça n'a pas évolué. Mais il faut le regarder. Puis ça, c'est une autre affaire. L'utilisation de la technologie. Il faut enseigner par rapport aux technologies. J'espère. Et je pense que même chaque voiture devrait avoir un cours personnalisé, ou plutôt chaque conducteur devrait avoir un cours personnalisé sur sa propre voiture, à apprendre à la connaître. Ben OK, ça c'est un point. Mais ne serait-ce que d'aborder des sujets que je qualifie de primaires. Par exemple, qu'est-ce que ça fait des freins ABS? Qu'est-ce que ça fait un système d'assistance au dérapage, par exemple? Tu sais, tes notions de survirage, sous-virage. Tu me parles de freins ABS. Ce que j'ai remarqué chez les jeunes conducteurs, c'est qu'on ne monte pas à gérer les extrêmes. Donc, je vois des gens qui auraient pu éviter une collision, mais ils ne savaient pas que la voiture était capable de le faire. Et lorsqu'on leur fait essayer un freinage d'urgence, souvent, ils vont sous-estimer la voiture. Et là, je leur dis, une fois que tu vas l'avoir fait, une fois que tu vas l'avoir essayé, tu vas dire « Wow, c'est donc bien le fun, ça. » Pourquoi? Parce que là, on est allé chercher des connaissances qui vont faire en sorte que lorsqu'il va arriver une situation, la première chose pour pouvoir éviter une collision, c'est d'y croire que tu es capable de l'éviter. Sinon, il y a les 3 F. Figer, fuir ou foncer n'importe comment. Et c'est pour ça que lorsque tu es en confiance, tu peux faire des choses incroyables. Pas parce que tu es en confiance, parce que tu es conscient de ce que tu peux faire de la voiture dans son environnement. Oui, mais Bertrand, j'aime ça que tu dises ça, mais tu as 12 heures de cours pratiques avec la SAC, puis on t'apprend à te stationner en parallèle, puis à conduire, puis à suivre les limites de vitesse, puis à ci, ça. Une conduite ne serait-ce qu'un peu plus avancée. Puis évidemment, moi, je recommande à n'importe qui de prendre un cours de conduite avancé, hiver comme été. Et il y a plusieurs écoles qui existent au Québec pour ça. Mais au-delà de ça, apprendre à composer avec une réaction rapide d'une voiture, un changement de trajectoire rapide, comprendre que une voiture, c'est une masse. Il y a un transfert de masse qui se fait sur des roues motrices ou sur des roues qui ne le sont pas. Comme, tu sais, tout ça, c'est nécessaire. Oui, puis la dynamique de véhicule, c'est pas enseigné. Qu'est-ce qui va créer le dérapage, le sous-virage, le survirage? On est souvent là en train de pointer du doigt la vitesse, alors que la variation d'adhérence sur justement les transferts de masse va avoir un effet monstre sur la réaction de la voiture. Et souvent, bon, les gens, du moment que ça se met à déraper, alors qu'on a freiné, on était réactif, on a freiné un peu en virage, l'arrière se met à déraper, première chose qu'ils font, ils freinent encore plus. Donc, le poids s'en va encore plus en avant et là, tu pars en tête à queue. Donc, c'est cette compréhension-là qui n'est pas enseignée, qui fait partie d'un ensemble. Hein, parce que le mécanisme de la conduite, là, c'est 40% de tes connaissances directement liées à ton sens d'observation. Connaissance, pas juste de la réglementation, connaissance de la voiture par rapport aux connaissances de l'environnement, la route, comment qu'elle va faire réagir la voiture. J'en vois des gens qui vont freiner les 2 roues de droite sur de l'asphalte, les 2 roues de gauche sur de la glace, et la voiture va pivoter là où il y a le plus d'adhérence. Mais il y a des gens qui ne savent pas, puis même les gens vont avoir tendance à dire, si je garde le volant droit, la voiture va rester droite. Non, il y a un facteur de correction qu'il faut appliquer, puis si tu attends ne serait-ce que quelques dixièmes de seconde, il est trop tard. Puis ça, ce genre de situation-là, ben, on le retrouve souvent chez les jeunes conducteurs qui, eux, sont nerveux parce que l'autre 40%, c'est les facteurs humains.
le stress, la pression qu'on se met parce qu'il y a quelqu'un qui suit trop près, là, on veut accélérer, puis là, notre observation, on regarde dans le rétroviseur au lieu de regarder devant. De plus en plus, tu as la distraction. La distraction, la rage au volant. Il y a beaucoup. Donc, le facteur humain, là, c'est 40%, l'autre 40%, puis il reste 20%, c'est de la technique. Donc, c'est pas parce que c'est 20% que c'est pas important, là. Ça fait partie d'un mécanisme. Ouais. C'est un rouage qui va faire en sorte que tu vas anticiper. Puis on le voit, là, entre un conducteur qui conduit régulièrement là, et un qui commence à conduire, ben, on voit les dangers bien à l'avance. Donc, à ce moment-là, on a de la difficulté à comprendre pourquoi l'autre, il l'a pas vu. Mais c'est sûr, il l'a pas appris. Mais, tu sais, tout ce que tu me dis là, c'est absolument logique. Comment se fait-il que la SAC ne prend pas action? Comment se fait-il que les écoles de conduite sont sur le régulateur de vitesse et n'évoluent pas en ce sens-là? Puis comment se fait-il que collectivement, on ne se pose pas de questions là-dessus? Tu sais, là, on a prolongé la livraison d'un permis de conduire, mais c'est pas parce que c'est plus long que le conducteur est plus efficace. Écoute... Tu veux une réponse? Oui, vas-y. Elle est bien simple. C'est bien simple. On mise tout le temps... OK, on pense tout le temps que la collision, c'est de l'indiscipline. Jamais on entend parler que c'est des compétences. Jamais, dans une collision, on va dire les compétences du conducteur sont à remettre en question. On dit tout le temps, c'est le cellulaire, c'est la vitesse. L'alcool. Ouais. C'est ça les raisons. C'est toujours ça. Puis j'ajouterais, accessoirement, c'est jamais... la faute d'un véhicule, en fait, la faute du conducteur. Tu parles de compétence. La compétence d'un conducteur, c'est aussi de bien savoir entretenir son véhicule. Ben oui. Hein? Ben ça oui. veut dire avoir une pression des pneus qui est adéquate, une suspension qui a du bon sens, des freins qui sont en bonne condition, des essuie-glaces qui sont corrects. Bref, avoir une voiture en bonne condition pour circuler. On ne se pose même pas cette question-là au Québec, jamais. Il n'y a plus d'inspection mécanique obligatoire. Il n'y a pas de mise à niveau au niveau des cours de conduite. Ma mère a pris son cours de conduite en 1966. Jamais eu de mise à niveau. Le Pontiac Parisienne de sa mère, de son père en 66, sur lequel elle a appris à conduire, ça a été ça, son cours. Dans un contexte où il n'y avait à peu près pas de voitures sur les routes. Permets-moi de te dire que sa petite Kia Soul fardée d'électronique aujourd'hui ne se comporte pas comme sa Pontiac Bonneville ou Catalina qu'il y avait en 1900. Tu sais, ça n'a rien à voir. Et un autre point que je vais ajouter à ça, qui est vraiment important, c'est que lorsqu'on prend de l'âge, ben lorsqu'on prend notre retraite, on conduit moins. On conduit moins, on va perdre des habitudes. C'est comme si quelqu'un qui joue du piano à tous les jours puis qui cesse de jouer du piano, qui joue une fois par semaine, ben c'est bien de valeur, mais il va en perdre un petit peu de ses compétences. Non seulement ça, mais je te coupe pour te dire aussi que tu perds de tes qualités de conducteur, mais tu prends aussi des mauvais plis. Oui. Parce que si tu n'as pas appris à corriger tes mauvais plis, ils font juste s'accentuer. Là. Et on s'en rend pas compte. On pense qu'on a conservé. Et encore une fois, on devient inconscient de nos compétences. Ouais. Et ça, c'est quand même un élément qu'il faudrait à la SAC qu'on puisse trouver des façons de faire pour justement qu'on soit plus conscient. La journée là qu'on sera capable de dire « Ah oui, ben moi, par rapport au modèle de conducteur idéal, je me situe à 20%, ou je suis à 50%, je suis loin là. » Ou à 20%, là, tu es motivé à dire et tu es ouvert à dire « OK, on va aller suivre un cours, on va pratiquer des exercices de conduite qui vont nous emmener à conserver nos compétences. » C'est vers ça qu'il faudra aller. Tu sais, un jeune aujourd'hui qui passe son permis de conduire, arrive le moment de l'examen pratique. Je me mets dans le siège de celui qui évalue, là. Tu sais, alors là, tu dois avoir des coches à caser. Est-il capable de se stationner en parallèle adéquatement? Oui. A-t-il suivi les limites de vitesse? Oui. C'est pas, oh, il est arrivé une situation, il a bien réagi, ou il y avait une certaine aisance, ou il y avait une bonne vision périphérique. Ça, là, c'est pas sa feuille, là. Oui, jamais. Et l'autre affaire, c'est que dans un examen de genre, ben c'est bien de valeur entre une journée et une autre. Ouais. Entre une heure une autre, plus de trafic, donc plus de risques de faire des erreurs. Donc, c'est injuste, c'est pas équilibré.
c'est pas homogène. Et là, à ce moment-là, ben, on se retrouve des gens qui ont fait un test dans un environnement très, très facile et un autre un peu plus difficile. Puis là, ben, malheureusement, il est obligé de recommencer son cours ou son examen. Et ça emmène un déséquilibre. Un déséquilibre sur le niveau. La conclusion de tout ça, c'est que il y a effectivement une grosse lacune. Le système est malade, je pense. On ne s'est pas assez préoccupé de cette question-là. Ça fait en sorte qu'il y a de l'indiscipline, il y a un manque de compétences flagrant et il faudrait travailler davantage là-dessus si on veut, ne serait-ce que pour améliorer le fameux bilan routier, là. Tu sais, c'est pas ça qui va changer grand-chose dans les statistiques parce que des accidents, il y en aura toujours, tu vas me dire. Mais d'avoir des conducteurs plus compétents, et de ne pas avoir l'air de la risée des automobilistes, parce que moi, c'est sûr que quand je regarde les automobilistes européens, qui sont généralement plus disciplinés, là, je te parle pas des Français qui tournent autour de l'Arc de Triomphe, là. Des fois, c'est un peu cow-boy, je suis d'accord. Les Italiens, on les salue, là, mais peut-être pas de médaille d'or de ce côté-là. Mais n'empêche, tu sais, il y a un manque de compétences de plus en plus flagrant. Ça passe par les écoles, ça passe par un système qui doit être revisité. Puis là, tu vas me dire, oui, la SAC a d'autres chats à fouetter de ce temps-là. OK, c'est pas leur seul problème, mais ça fait partie des problèmes. Ça, c'est évident. Faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis toi, tu es au premier rang pour le constater, là. Oui, ben, ça fait, en 12 ans, ça fait pas loin de 10 000 jeunes et moins jeunes là, que j'ai la chance de voir. Puis c'est souvent des gens qui ont quand même leur permis depuis 5 ans. Donc, on voit qu'il y a quand même une bonne lacune. Puis, on vient-tu de refaire le monde, là, nous autres? On vient pas de refaire le monde, mais on vient peut-être de passer un message aux écoles de conduite. Il serait peut-être temps qu'on revisite le livre puis qu'il y ait des discussions qui se fassent, là, parce que si on reste au neutre comme ça, ben plus le temps va avancer, pire ça va être.